tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'INSEM. On est évidemment en direct et on vous a réservé un très beau sommaire. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la 25e édition du Festival de la BD de Bastia. Une édition anniversaire exceptionnelle forcément que sont venus nous présenter Juana Macari, elle est directrice du centre culturel Unawalt, et Yann Leborgne, il est dessinateur. Bonjour à vous. Francine, bonjour. À suivre ou quand la BD s'invite au ciné, vous avez décidé de l'illustrer avec l'exemple de Pierre Lapin. Tout à fait. Vous allez voir, ça donne un bien beau film. Pour les petits, pour les grands? Pour les petits et pour les grands. Allez, à suivre, Faustine, elle sera en direct de Cardes pour une balade dans ce village bastiais. Salut Faustine. À 13h, nous allons vous proposer une méthodologie pour la rénovation de l'habitat. En clair, on va prioriser les travaux pour également y associer les aides de financement parce que c'est important. Ce sera donc en dernière partie d'émission avec Sabrina Baggio et Nicolas Frémont. Si vous avez envie de réagir, vous nous appelez au numéro de téléphone qui s'affiche ou vous nous écrivez sur Facebook, vous veillez. Tout à fait, nous avons déjà des réactions. Ah, ça ne m'étonne pas. Et pour nous accompagner, évidemment, Marine, notre chroniqueuse de l'Université de Corse. Tout va bien? Ça va et vous? Un peu de BD également au programme. Aussi. Allez, si tout le monde est prêt, c'est parti pour une immersion spéciale dans l'univers de la BD. Juana et Yann, bonjour, bienvenue. Merci d'être avec nous. Alors, une édition anniversaire, ça y est, ça fait 25 ans déjà que le festival de la BD est organisé à Bastia. Donc le festival, le petit festival, est devenu un événement, un rendez-vous culturel aujourd'hui incontournable. Forcément, les anniversaires, ça se fête. Du coup, un très beau programme. 15 expositions, ça va se passer du 5 au 8 avril prochain. Je vous laisse nous parler du programme. Oui, alors 15 expositions, une grande exposition qui sera scénographiée sur les années folles, qui va se passer dans le péristyle du théâtre de Bastia, qu'on a entièrement remodelé pour l'occasion. Donc une scénographie qui présente plusieurs auteurs, qui sera immersive, avec aussi du son, voilà, un décor très immersif. On va rentrer vraiment dans l'univers de la BD et les années folles. Oui, tout à fait, avec des personnages emblématiques comme Kiki de Montparnasse, Joséphine Baker, et oui, forcément. Tamara de Lempicka, Clara Malraux, voilà, toute une galerie comme ça de personnages très, très forts, avec des destins extraordinaires et effectivement, graphiquement, des choses très, très, très belles. Très chic, en tout cas. Alors, il n'y aura pas que les années 20. Non, on propose ensuite une série d'expositions qui prendront place dans les galeries d'Unawalt. On aura Mathieu Sapin, notamment, qui a eu beaucoup de succès avec Gérard, 5 années dans les pattes de Depardieu. Ah oui, alors ça, on aura l'occasion de découvrir un peu plus tard, mais c'est vrai que c'est très particulier. Il a passé 5 ans avec l'acteur. Oui, il l'a suivi dans ses déplacements, dans ses projets. Il a restitué ça en BD. Et il l'a restitué avec beaucoup d'humour. Et c'est un travail de reportage qu'il avait initié quelques années auparavant. Et voilà, il a sorti plusieurs albums de reportage. Et c'est ce qu'on pourra retrouver dans l'exposition. C'est assez fidèle, hein, je trouve. Oui. Comme portrait. Avec toujours des situations très, très improbables, comme on peut le voir ici. Voilà, donc ce sera une exposition à la fois adulte et jeunesse. D'accord. Ensuite, toujours à Unawalt, on aura en BD jeunesse la bande... Oui, justement, c'est important. Oui, la bande dessinée Imbattable de Pascal Jousselin, qui est alors, Imbattable, c'est un petit super-héros adorable et qui va résoudre en fait toutes ces énigmes et puis les petits soucis de la vie en jouant avec la case de bande dessinée comme on peut le voir. C'est-à-dire qu'il peut traverser toute la planche de bande dessinée et remonter dans le temps, faire des passages temporels. Ah oui, c'est un super-héros, alors il fait ce qu'il veut. C'est dingue. Voilà, et ça marche très très bien avec le public, le jeune public. On aura aussi une autre exposition collective et thématique, cette fois-ci sur le récit post-apocalyptique. Post-A. Voilà, post-A, qui réunit 5 auteurs. Alors là, on a vraiment, à la fois en termes de scénario et de propositions graphiques, des choses très variées. C'était l'objectif de cette exposition, avec une thématique très forte. C'est très beau aussi. Voilà, donc on va retrouver Helge Roman, que l'on voit là, qui fait un travail absolument sublime, qui s'approche là vraiment de l'art contemporain. On a toujours eu ce lien à BD à Bastia, justement, entre bande dessinée et art contemporain.
On a aussi Ludovic de Burme avec Epiphania, qui a eu un grand succès cette année, qui avait été sélectionné à Angoulême. Guillaume Trouillard aussi. Alors des récits soit en couleur, soit en noir et blanc, muet. Enfin voilà, une grande variété de propositions. Tous les genres sont représentés, hein, j'ai l'impression, oui. pour cet oui. anniversaire. Oui, mais on a toujours eu le sens de l'éclectisme et on essaye de le conserver. Et puis Bastien Vivès aussi qu'on retrouve, qui était déjà venu durant le festival, parce que les 25 ans, c'était l'occasion de faire revenir, d'accueillir à nouveau des auteurs qui ont marqué la bande dessinée française et internationale, et qui sont déjà passés par Bastia et qui ont aussi cet attachement au festival. Alors, j'ai entre les mains la plaquette provisoire. Oui. Et donc, je pense qu'on le voit, ça c'est l'affiche. Oui. De cette 25e édition. Elle est signée Vince Louche, c'est un peu compliqué à dire. Elle est magnifique. Oui, alors c'est rare, mais on n'a vraiment absolument rien fait modifier. C'est-à-dire qu'il nous a livré l'affiche telle qu'elle et on a toute l'équipe a été séduite et c'est une affiche qui fait vraiment l'unanimité. Et je pense qu'il a saisi, il était venu l'année dernière et il a vraiment saisi ce qu'était BD à Bastia. Il m'a dit que sa proposition était arti-familiale. Ah, bah et oui, c'est bien exactement, résumé. Je pense, le terme... Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas cet artiste, en gros, lui, son univers oscille entre le fantastique, le merveilleux, le sarcasme. Il y a un peu pour tous les goûts. Oui, d'humour aussi beaucoup. Et c'est un auteur qui travaille aussi au cinéma. Alors l'année dernière, on lui avait consacré une exposition sur son travail en bande dessinée. Et cette année, on va le retrouver au cinéma. Il avait co-réalisé avec Marjane Satrapi Persépolis, qui avait eu le prix du jury à Cannes en 2007. Qui te souviens bien. Voilà. Alors, c'est un très très beau cadeau qui vous a fait là, ça correspond vraiment à ce que vous attendiez. Vous avez évoqué tout à l'heure la particularité de ce rendez-vous, c'est qu'il s'étale dans Bastia. Il y a plein d'unités, de lieux. Comme il y a plein de genres de BD, il y aura plein d'endroits pour la mettre en avant. Oui, mais c'est important. C'est important de se sentir aussi soutenu et accueilli hors des murs d'Una Volta, de rayonner hors nos murs, c'est vraiment fondamental, je pense, pour que la ville s'empare vraiment de l'événement. Et on travaille très très bien avec le musée de Bastia, avec le lycée Jean Nigaud, lié aussi, lycée professionnel qui accueille une exposition prix du livre des lycéens, avec le réseau des bibliothèques, dont les équipes sont très investies aussi en termes d'animation d'ateliers autour de la BD. Voilà, donc ce sont des équipes qui viennent s'ajouter à la nôtre pour un travail en commun pendant 4 jours. D'accord. Alors avant de poursuivre et de découvrir plus en détail le programme et de comprendre la participation de Yann, ma chère Francine, moi j'ai envie de faire une parenthèse avec vous et Pierre Lapin. Et Pierre Lapin, on s'en souvient tous, le cinéma et la BD sont deux arts qui sont intrinsèquement liés. Il n'est pas rare que l'un influence l'autre par ses codes, par son côté artistique. Et donc il n'est pas rare non plus de voir des BD adaptés au grand écran. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une nouveauté, enfin une nouveauté, si je peux dire, qui date de 1902 quand même. Ah oui. Tout le monde connaît Pierre Lapin. Regardez, on va le découvrir. Il n'est pas mignon? Alors ça, c'est la version contemporaine. Voilà, c'est ce jeune lapin facétieux et désobéissant qui n'arrête pas d'envahir le jardin de Monsieur MacGregor pour lui faucher toutes ses cultivations, tout ce qu'il a pu faire, tous ses beaux légumes. Et Monsieur MacGregor a envie de le chasser, juste de l'étrangler, ce petit lapin. Donc l'auteur et illustratrice originale de ce livre pour enfants s'appelle Beatrix Potter. Regardez, on la découvre aussi. Son titre original en anglais est The Tale of Peter Rabbit. Alors, certains, tout à l'heure, ont discuté avec Marina. C'est le titre en anglais qui, en fait, a été plus... en français, ça ne me parlait pas, voilà. Voilà, donc on le reconnaît, on le trouve là. Donc, il avait été initialement écrit pour un petit garçon de 5 ans, Noël Moore, en 1893. C'était le fils de sa gouvernante qui avait été atteint d'une scarlatine. Et donc, durant sa convalescence, en fait, elle lui avait écrit cette histoire des 4 petits lapins. Donc, ensuite, il a été corrigé, imprimé à compte d'auteur par Madame Potter elle-même quelques années plus tard. Il a été quand même refusé, il faut savoir, par plusieurs éditeurs qui s'en sont probablement mordus les doigts par la suite et imprimé de façon professionnelle chez Frederick's Warne & Co, la célèbre maison, en 1902. Alors l'année d'après, Madame Potter a breveté
une poupée. Je crois qu'on va la découvrir aussi. On l'a certainement eue tous un peu. Vous l'avez eue, Célia, cette petite Ma poupée? fille, là. Alors, c'est pas exactement celle-ci. C'est pas vraiment celle-ci. Alors pourquoi ces éditeurs s'en sont mordus les doigts? Eh bien parce qu'il a eu un grand succès. Il a donné lieu donc à de nombreuses réimpressions les années suivantes avec quand même 45 millions d'exemplaires vendus. C'est l'un des plus grands best-sellers de tous les temps, en fait. Le conte a été traduit en 36 langues. Ce n'est pas rien. Et pour la petite histoire, la filiale Warner à New York n'a pas réussi à protéger le copyright et bien évidemment, donc pour la version, le livre aux États-Unis, et les pirates se sont emparés de l'occasion sans que Béatrix Potter ne puisse percevoir les droits. Donc cette histoire aux multiples aventures de 4 petits lapins, je vous propose de les découvrir, donc je vous donne leur nom. Flopstan, Trostan, Queue de Coton et Pierre a été adapté en dessin animé pour la première fois en 1991 et puis une autre série animée en 3D réalisée en 2012 est sortie sur les écrans. Aujourd'hui, ce conte a été adapté au cinéma par le metteur en scène et scénariste producteur Will Gluck pour la modique somme de 50 millions, avec le même titre, donc Pierre Lapin, Peter Rabbit, pour vous, ma chère Marina, avec un joli casting. Donc sa date de sortie est prévue le 4 avril prochain en France. Il est sorti depuis le 9 février aux États-Unis. Donc vous y trouvez entre autres Rose Byrne, Samuel, enfin vous allez voir tout ça. Le synopsis, pardon, c'est Pierre et ses amis aiment tout particulièrement donc se nourrir des légumes du vieil homme dans son jardin. Leur habitation, donc la maison est près de leur terrier. Et au décès de ce monsieur McGregor, c'est Thomas McGregor, un jeune Anglais qui hérite de la maison et qui lui déteste ce pauvre petit lapin. La voisine, elle, tente de le défendre. Elle s'est liée d'amitié et d'affection pour ce petit lapin et on va voir que lui ne supporte pas cette proximité. C'est son ami et pas la sienne. Et donc, il va tout faire pour que ce nouvel habitant quitte carrément la maison. Je vous propose de regarder un extrait. Allez, c'est parti. Salut. Par ici. Vous observez le nouveau voisin? Je vais aller lui parler. Tout le monde doit partager sa terre par ici. Bonjour, je m'appelle Béa. Ces barrières sont très robustes. Je dois tenir les animaux sauvages le plus loin possible de chez moi. Vous plaisantez? Oui. Oui, ils sont adorables et ils sont les bienvenus. Ok, il l'a ensorcelé. Je ne vois qu'une seule solution. Il faut qu'on s'en débarrasse. Tu sais qu'ils ont mis des pièges dans mon lit? C'est un lapin. Il ne ferait pas de mal à une mouche. Vous auriez dû voir son visage. C'était comme... Une belle illustration entre la BD et le cinéma. Tout à fait. Merci beaucoup pour cette petite découverte, ma chère Francine. Je vous en prie. Allez, à suivre, si je vous dis Cardes, village ou quartier Bastia? Grande question. Alors, c'est Faustine qui est allée se balader justement là-bas et qui va essayer de nous répondre. Bonjour Faustine. Buongiorno a tutti, oggi siamo in Bastia, ma non siamo mica veramente in Bastia. Nous sommes à Cardes en compagnie de Jean Chiorvoli. Jean, bonjour. Salute, vabbè, Faustina, quando la vane, sotto il sole. Ti ringrazio, Jean. Allora, Jean, piuttosto Bastiaccio o piuttosto Cardinco? Dimmi un po'. Io Cardinco da poi appena più di 60 anni, ma io ho fatto i studi... un anno a scuola qui in Cardo, dopo collegio e liceo in Bastia. Quando ne affacciamo i giardini ci chiamano i paesani, sicuro. Parce que les gens ici, j'ai l'impression qu'ils se sentent pas vraiment de Bastia. Bah, diremmo che, écoute, Bastia c'est Portugaldo, hein, c'est le port de... Il y a eu Cardo, et puis après, il y a eu Bastia, voilà. Cos'è che fa Uida di Ubaese oggi? A Uida, non so mica se lo ce la parlare troppo. Diremmo che Cardo ha un grande vantaggio di essere vicino da città, ma allo stesso tempo essere vicino vuol dire che gente partono, facciano, per esempio, in una piazza vedi assai vetture, e gente non si è mica obbligata a bere, vabbè che oggi è il momento di mangiare, dunque, no, ecco, diremmo che non c'è mica da piangere, non sta i tempi antichi, ma è vero che di tempi c'era di più
di più vita, forse perché niente ne hanno mica così a facilità di scappare. Dunque si organizzano un cardo, ma c'è chi va. Mais justement, là, derrière nous, il y a des gens qui participent à la vie de village avec moi. Eric, on peut dire que vous êtes un des piliers de Cardo, un petit peu. Pourquoi? Oui. Parce que je m'occupe du bar du village. Pourquoi c'est important le bar dans un village? C'est l'endroit où tout le monde se réunit, où on se retrouve tous un peu pour la partie de cartes, l'apéritif. C'est un lieu de rencontre. De rencontre, voilà. Alors, à côté de vous, Marie-Josée, pardon, bonjour. Bonjour. Alors, Marie-Josée, comment on vit à Cardo? On y vit très bien. Ça fait 15 ans que je vis ici. C'est un beau village. Comment on vous a accueilli lorsque vous êtes arrivé? Très bien. Je suis tombée dans une famille formidable. Et je suis contente de finir ma vie ici. Merci. Alors, Eric, vous vous sentez plutôt Bastiais ou de Cardo? Est-ce que c'est différent? De Cardo. Évidemment, de Cardo. Vous n'êtes mieux qu'à Lichte-Sagoz. Il y a nous et eux. Alors, non, on est pareil. Non, c'est pareil. Alors, Jean, moi j'ai une question à vous poser. Comment est-ce que vous imaginez Cardo dans 50 ans, dans 100 ans peut-être? Bon, je n'ose pas dire. Disons que peut-être elle redeviendra la capitale qu'elle était il y a quelques années. Il ne faut pas oublier que Cardo a été indépendant. Il faisait partie de la Pieve di Loda et Pedrabugno. Donc, il y avait Cardo, il y avait Eville, et San Martin, etc. Et puis, les gros poissons mangent les petits poissons. Elle a fini vers 1842, 1844. Elle a fini par être intégrée à Bastia Terranova. Avec les avantages et les inconvénients qui vont avec le fait d'être un quartier un peu excentrique, excentré, voilà. Certains disent abandonné, n'exagérons rien, mais enfin quand même, voilà, il n'y a pas que des avantages, voilà. Bon, on va pas dire indépendance pour Cardo quand même. Ben, je sais pas, il faudrait... les gens ne seraient pas forcément... On va pas lancer le débat maintenant. Voilà, faisons un référendum, voilà. Comme on est en train de le faire en Nouvelle-Calédonie, par exemple, pour ou contre l'indépendance. On va poser la question aux Néo-Calédoniens. Merci Jean. Nous, demain, direction le Cap Corse, Pine, avec l'association Dama Remontiale Adumana a tutti. Ciao, ciao. Thomas Faustine, le Festival de la BD, c'est un petit peu en avance, hein, Cardo, cette année. Allez, on rappelle les 25e rencontres de la BD et de l'illustration donc de Bastia. Ce sera bien du 5 au 8 avril prochain. 15 expos qui vont être donc répartis un petit peu sur l'ensemble de la ville. Il y aura également des rencontres entre le public et les auteurs. Alors, qui le public pourra découvrir? Alors, le public peut découvrir quasiment tous les auteurs, puisque la spécificité du Festival BD à Bastia, c'est que les auteurs qui sont invités sont exposés et ils font à peu près tous une rencontre en public. Lorsqu'ils ne font pas une rencontre en public, c'est qu'ils sont mobilisés sur des ateliers, par exemple, avec les scolaires. Voilà, donc ils peuvent rencontrer et c'est vraiment la marque de fabrique du festival, c'est la proximité, la convivialité et la facilité avec lesquelles on peut rencontrer les auteurs. Et donc les échanges. Yann, vous allez donc proposer un atelier au public. Quel est le programme? Qu'est-ce que vous leur réservez? C'est un atelier qui est autour de la bande dessinée Infinity 8. Il y a une exposition et les auteurs sont invités. Donc de Lewis Trondheim, je vais me planter dans les noms, et plein de gens. Parce qu'ils l'ont fait c'est bien ça. 6 auteurs. Et voilà, ils sont très nombreux. C'est une série avec un dessinateur différent à chaque album. Et donc moi j'ai inventé un espèce d'atelier où les participants seront considérés comme des agents de ce vaisseau spatial, de la science-fiction, et devront observer des races d'extraterrestres qu'ils devront inventer forcément et dessiner dans des cases avec une histoire de cadavre exquis, de boucles où ils devront passer les cases à leurs voisins pour continuer l'histoire à plusieurs. D'accord. Et voilà, je pense qu'on va bien s'amuser. Ça va être rigolo. Donc un très très beau programme avec une belle mise en scène. Est-ce que c'est important pour vous en tant qu'artiste d'aller à la rencontre du public? Oui, c'est important parce que si on n'écoute que soi, on reste dans notre grotte un peu et c'est un travail qui est très solitaire.
et on voit pas de gens. Et ça, c'est pas super bien pour l'inspiration, tout ça. Donc là, on a le sentiment que vous avez social, envie de surprendre le public quand même, mais est-ce que vous, en retour, vous êtes surpris par leur réaction? On est surtout sur ce genre d'atelier, c'est un atelier créatif, donc nous on propose un cadre et c'est eux qui vont devoir inventer des choses, on espère, et puis c'est toujours le cas, avoir des belles surprises, des belles images et des belles idées de la part de tous les participants des ateliers. Alors, la question qui fâche, est-ce que les idées reçues sur la BD ont encore la vie dure, ou est-ce qu'on peut dire définitivement que ça y est, la BD, ça fait vraiment partie du paysage culturel, toutes générations confondues? C'est pas évident. Non, je serais assez nuancée. Je pense qu'il y a eu une réelle évolution, effectivement. Maintenant, on peut voir de la bande dessinée dans les galeries d'art parisiennes, par exemple. Il y a vraiment une reconnaissance de cette discipline en tant que discipline artistique à part entière. Maintenant, auprès du public, je pense qu'il y a toujours de toute façon un travail à faire pour faire découvrir la diversité, la très très grande diversité en fait de la bande dessinée, que ce soit dans la fiction, la bande dessinée du réel aussi qu'on propose régulièrement. Voilà, et je pense que le public a encore beaucoup de choses à découvrir, effectivement. Et beaucoup de surprises, hein, puisque la BD, c'est vraiment un univers très vaste. C'est à Yann que je vais poser la question, puisque vous êtes une sorte de touche-à-tout. Hein. Alors moi, je pense à Big Doodle. C'est un support qui est quand même très, très éloigné de la traditionnelle planche de BD. Vous faites vivre le dessin autrement, vous, aujourd'hui. Oui, après, c'est toujours basé sur des inspirations de bande dessinée, et puis un trait, une ligne claire, un travail de recherche de la ligne claire. C'est mon socle personnel, mais c'est surtout une idée d'aller chercher des façons de raconter des histoires. Toutes les formes artistiques servent à ça, quand même, à raconter une histoire ou à proposer au public de se raconter une histoire. Et moi, c'est ça qui m'intéresse dans tous les supports auxquels je touche, c'est que les gens se racontent une histoire ou que je leur raconte une histoire. C'est ce qui se passe dans ce Big Doodle, c'est ce qui se passe dans la BD à proprement parler. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est le système narratif. On rappelle, c'était un dessin qui a déjà commencé. C'est un enchevêtrement de dessins qui s'arrête jamais. Voilà. C'est un puzzle géant qui s'arrêtera jamais. D'accord. Allez, petite parenthèse à suivre avec la chronique de Marine. C'est notre chroniqueuse de l'Université de Corse et elle a donc, elle aussi, décidé de nous parler de BD. Oggi vi volevo parlare di un'iniziativa di un giovane studente dell'università in corso di diritto che si chiama Brandon Andreani e che ha creato infatti un blog a un mese di inizio che si chiama Scrivimi la nostra lingua. Lo scopo di questo blog è di aiutare le persone che vogliono imparare il corso, ma di no quelli che l'hanno sempre parlato in casa ma mai scritto. E il blog si interessa più particolarmente a sfarenziare l'omonimi, sono parole che hanno poco preso la stessa pronuncia ma che non manca appena lo stesso senso, come per esempio italiano e italiano, corpo, corpo, oci, odi, bon. E aiuta a fare sfarenza qui. E quindi a BD diventa proprio un arnese pedagogico e assai ludico per i più ma anche per i più maggiori. In più tutte le varietà sono rispettati, dunque ognuno ci può dare a trovare il suo conto e come avete visto i fumetti di Brandon utilizzano assai la magagna per rendere la grammatica meno seria e più attrattiva. Di Varaggio Brandon ha fatto una mostra di suoi disegni a Casa Studentini in partenariato con il Cruz di Corsica che ha durato 2 settimane. E infatti il suo lavoro non è mica compiuto perché il suo metodo comincia a essere appena conosciuto. Brandon è intervenuto per esempio in quella scuola Sandreschi di Corti e hanno potuto realizzare parecchi scenetti teatralizzati in giro all'omonimi. E l'affare continua di intorno perché la settimana prossima per i giornati dell'arte e della cultura ci saranno parecchi atelier, da una parte in cui scolare e da un'altra parte ci sarà la presentazione di un libro fatto da Brandon e 3 altre persone che ripete i suoi disegni di un blog Scrivimi la nostra lingua e da altri disegni originali. Sul libro qui sarà pubblicato a 250 esemplari e distribuito a Cortigazana e con lunga strada per Scrivimi la nostra lingua. Merci beaucoup. Merci Marine. Allez, revenons-en à cette édition anniversaire du Festival de la BD de Bastia. Parmi les auteurs à découvrir, il y a un auteur de renommée internationale, Lorenzo
Mattotti. Alors, qui est cet auteur? Alors, Lorenzo Mattotti, c'est un auteur italien qui est installé à Paris depuis quelques années. Et c'est un auteur qui a vraiment révolutionné la bande dessinée dans les années 70. Donc, c'est de la bande dessinée d'auteur. Et il a révolutionné la bande dessinée de par ce qu'il racontait, la composition du scénario, la manière de raconter l'histoire. Et puis, il a une technique aussi qui est très reconnaissable. Alors, là, on voit du noir et blanc, mais c'est un auteur qui est très connu pour sa couleur, notamment pour l'utilisation des crayons, des pastels gras, des couleurs très chatoyantes. Elles sont très très belles. De la BD, quoi. C'est des petits coups de crayon, c'est voilà. particulier. Et donc là, son dernier album, Guirlande, qui sera la pièce centrale de l'exposition, c'est un album effectivement en noir et blanc. Et c'est un auteur qui surprend toujours, qui a une technique incroyable et qui se renouvelle sans cesse. C'est ce qui est très très intéressant chez lui et ce qu'on pourra voir dans l'exposition. Allez, l'émission est bientôt terminée. Si je devais vous demander vos coups de cœur respectifs. Alors, vas-y Yann. Moi, ça va être Infinity 8. J'ai très hâte de voir l'expo et de voir les planches originales et de travailler autour de cette série-là. Et puis j'ai très hâte que sorte le dernier volume aussi, mais qui ne sera pas sorti. Qui sera pas sorti pour la semaine prochaine. Moi, ce serait une illustratrice italienne qui est invitée cette année, Mara Ceri, dont on a vu une image tout à l'heure. Voilà, La Pantera sotto il letto. Et c'est aussi Elge Roman dans l'exposition Post-A. Et Donatien Marie, un jeune auteur qu'on invite aussi dans notre galerie, qui a réalisé 3 albums très différents les uns des autres. Et c'est très hypnotique. Allez-y, c'est du 5 au 8 avril à Bastia. Merci infiniment tous les deux d'être venus nous parler de ce programme. Alors là, on va changer de registre à partir de 13h. On va basculer dans l'univers de l'habitat. Et bien oui, à 13h, on va vous proposer une méthodologie, vous savez, pour la rénovation et l'amélioration de votre maison. Ce sera juste après le flash de 13h qui est présenté par Stéphane Ouchiat. Allez, à tout de suite.